soit dit en passant. Alors, vous le savez, on est dans la phase de révision générale du SCOT suite au premier document qui avait vu sa durée de vie de 2013 à aujourd'hui. On peut revenir rapidement sur l'introduction et pour la partie suivi politique de ce dossier, je laisserai ensuite évidemment la parole je crois à Chénès qui doit animer cette réunion aussi, et puis Bruno Minuciello s'ils nous rejoignent. Par contre, je vais revenir un petit peu sur les acquis qu'on a pu déjà établir depuis maintenant quelques années. Je ne reviens pas sur l'histoire du SCOT depuis 2013. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vérifier ce qu'on a récupéré en héritage et ce qui va nous faire travailler ensemble et progresser. Au moment de la partie évaluation du SCOT, les territoires nous ont bien fait remonter le fait que le SCOT en soi était un levier reconnu dans le cadre de la préservation des espaces naturels et des espaces agricoles. Donc il faut qu'on puisse se servir de ces acquis. On a évidemment reposé la question finalement parce qu'on est au cœur du sujet, donc on ne se rend pas bien compte, mais également parmi les acquis, c'est celui de la planification, et notamment la prise en compte de l'échelon intercommunal dans les sujets de planification à moyen et long terme. Aujourd'hui, on est 9 territoires sur 13 qui ont engagé une démarche de PLUI, pour certains déjà arrêtés, d'autres encore en cours de rédaction. Mais c'est intéressant et on est un petit peu un ovni à l'échelle nationale sur la densité de PLUI par rapport au territoire que nous représentons collectivement. Donc ça fait partie des choses plutôt positives. On peut noter également à l'issue de l'évaluation qu'on a menée sur l'année 2019, ça a été de poser la question finalement de la révision du SCOT, révision générale ou révision partielle, et finalement on a fait le choix de la révision générale parce qu'on avait un certain nombre de sujets, notamment législatifs et réglementaires, qui s'imposaient à nous dans des proportions conséquentes. Le sujet clairement posé va nous inviter à reposer la question, sans la remettre en cause évidemment, de l'armature territoriale, mais peut-être de l'affiner. C'est le socle et la base même. Alors, je sais que ça peut paraître un peu de temps en temps incongru, mais reposer la question du squelette de cette armature territoriale, ça traduit obligatoirement la question des coopérations, des équilibres de développement, de qui nous sommes et les interactions entre nous. C'est fondamental. Donc, on va, sur cette révision, affiner le sujet de l'armature. Ensuite, on a un peu changé de stratégie. Je me souviens, pour y avoir participé, qu'on avait posé d'abord un gage et un pari, celui de la croissance, tant en matière d'emploi qu'en matière de démographie. Avec l'expérience, sur cette nouvelle phase de rédaction, on va considérer que la démographie et le logement vont intervenir comme des conséquences sur d'autres choix que nous allons être amenés à traiter, notamment ceux du développement économique. Ça a fait l'objet déjà d'un webinaire il y a quelques jours. Poser la question du service et des grands équipements, c'est poser la question de la démographie scolaire, par exemple, poser la question des liens entre nous, et on le voit bien aujourd'hui, encore une fois, sur les questions de santé publique, sur la présence et de l'accès aux soins. Ça fait partie vraiment des sujets qu'on doit pouvoir traiter, puisque eux-mêmes, dans la foulée, vont décliner des conséquences de mobilité. Je crois qu'il est important aussi de pouvoir dire que on agite souvent l'épouvantail mobilité en premier, mais reposer le débat de l'armature, qui sommes-nous, où on habite, la question des équipements et la question de l'économie, traduira ensuite les besoins de mobilité pour nos habitants. Évidemment, on va traiter la question de l'urgence climatique. C'est l'objet de ce matin. On le sait qu'on a un certain nombre de challenges à relever. Je crois que on est tous au clair sur les attendus et la ligne de départ, et qu'il nous faut aujourd'hui pouvoir collectivement trouver des accélérateurs de la transition et des transitions d'une manière générale sur nos territoires. Ça sera l'objet de ce webinaire, de ce rendez-vous matinal.
On a traité la question du foncier hier, sur la question de l'artificialisation des sols. Il y aura d'autres sujets qualitatifs qui interviendront au moment de la rédaction du document. Enfin, et je vous le disais tout à l'heure, les conséquences de tous nos choix de développement, de toute notre volonté d'équilibre et de développement équilibré sur ce territoire, traduira des orientations en matière de démographie. Petite nouveauté également dans cette nouvelle phase, cette nouvelle aventure pour le SCOT, c'est la co-construction. On s'enrichit à chaque fois, et donc là où ça devient intéressant, c'est de pouvoir travailler d'ores et déjà avec l'ensemble des acteurs, les 13 intercos de fait, mais également les conseillers municipaux, les maires, et puis les personnes publiques associées, mais également avoir une démarche en matière de concertation le plus possible au grand public. On est clair, hein, on sait pertinemment qu'on est des besogneux de l'ombre et qu'on n'aura pas un engouement populaire sur ce qu'on est en train de travailler. Pour autant, il est nécessaire d'entendre les citoyens individuellement ou quand ils sont organisés en collectif, en association, et c'est intéressant, d'où la création d'une plateforme d'information et de participation pour nous enrichir en tout cas des différents débats. Je vais assez vite pour vous laisser le temps de travailler sur le sujet de l'ordre du jour. Le calendrier fait qu'on est à l'heure aujourd'hui. Les webinaires sont posés dans le trimestre 4 de 2020, donc tout va bien. Donc, on aura, et c'est intéressant à regarder, qu'au printemps prochain, les orientations du projet d'aménagement stratégique vont être posées. Donc, j'allais dire, l'objet politique même du SCOT va pouvoir être traité dès le printemps prochain, pour déboucher ensuite sur le document d'orientation et d'objectifs 1 an plus tard. Donc, on vise un arrêt du projet à l'horizon de l'été 2022 pour une approbation 1 an plus tard, avec toute la partie administrative, évidemment, à traiter. En termes de méthode, chacun a dû, évidemment, dans toutes les mairies de ce territoire et dans toutes les mairies de France, s'adapter à la crise sanitaire. Et au demeurant, on a nous proposé ces webinaires qui ont commencé le 2 décembre dernier avec la question des activités économiques. On était hier en réunion sur les enjeux fonciers, je le disais, sur la lutte contre l'artificialisation des sols. Aujourd'hui, on traite des transitions. Le 15 décembre, le rendez-vous est fixé autour de l'habitat et de l'urbanisme pour traiter enfin le 16 décembre, juste avant les fêtes et les pauses des vacances de Noël, un webinaire sur les mobilités. Voilà ce qui est proposé tant en termes de calendrier, de rythme de réunion et puis de partage de diagnostic avec ces fameux webinaires. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire en préambule de cette réunion. Vous souhaitez évidemment à toutes et à tous un bon webinaire. Je suis malheureusement contraint, puisque je ne suis là que pour traiter la question du lancement de la réunion. Je vais laisser, j'ai vu que Bruno s'était connecté. Je ne sais pas si Chénès également. Voilà. Chénès aussi nous a rejoint. Vous êtes idéalement accompagné, et moi je retourne à une autre réunion visio avec la région Lorraine sur justement ces questions de mobilité. Donc je vous abandonne, je vous souhaite une bonne séance et puis à très bientôt. Merci beaucoup Philippe. Je passe la parole à Alexandra Poitvin de l'agence Scalen. Bonjour à toutes et tous, donc Alexandra Poitvin, directrice du pôle planification et projet à l'agence Scalen. Et donc j'ai le plaisir d'être l'animatrice de ce webinaire consacré aux transitions écologiques, climatiques et énergétiques. Je suis accompagnée de mes collègues, Jasmine Caillé, qui est chargée d'études innovation urbaine ville durable, et Thibaut Gibier, chargé d'études planification. Donc, dans une première séquence, Jasmine introduira ce webinaire en nous présentant les raisons des grandes transitions à l'œuvre et la trajectoire à suivre pour répondre aux défis qui nous attendent. Dans une seconde séquence, Marion Reynaud et Patrice Goyer, donc du bureau d'études Ecovia, présenteront une synthèse de la mise à jour de l'état initial de l'environnement qui avait été réalisé à lors de l'élaboration du SCOT en 2011, et au travers les thèmes des milieux naturels
naturelle et de la biodiversité, des risques, des paysages, du patrimoine, des ressources, des nuisances, mais aussi de l'énergie et du climat. Ils nous présenteront le constat qui peut être fait sur le territoire du Sud 54 et une mise en contexte des défis, des transitions auxquels le Sud 54 est confronté. Et puis, dans une dernière séquence, Thibaut présentera les leviers dont vous, mesdames et messieurs les élus, disposerez à travers l'outil SCOT pour apporter des réponses aux défis des transitions écologiques, énergétiques et alimentaires auxquels le territoire doit faire face. Donc, au cours de chacune de ces présentations, nous vous proposons de poser des questions, de faire des remarques si vous le souhaitez. Les collaborateurs de la Multipôle en feront une sélection et me le transmettront de manière à ce que je puisse les poser aux différents intervenants pour qu'ils y répondent. Et bien évidemment, les vice-présidents en charge des transitions écologiques, énergétiques et alimentaires compléteront et interviendront à leur guise s'ils le souhaitent. Je vous propose donc de commencer par la première séquence de ce webinaire avec Jasmine Caillé. Alors, Jasmine rencontre des problèmes de connexion, donc vous me laissez juste 30 secondes de manière à ce que je puisse l'appeler et la connecter avec mon téléphone portable sur le micro. Tiens, Thibaut, je te laisse juste, en principe, ça devrait être bon. Excusez-moi. Voilà. Vas-y, Jasmine. Voilà, je vais juste introduire ton propos et après on fera un test. Je pense que ça devrait fonctionner comme hier. Donc, pour introduire cette première séquence, vous rappelez que relever les défis des grandes transitions, donc c'est le thème de ce webinaire. Et en effet, dans le contexte national et international soumis à de profondes mutations, et le Sud 54, comme d'autres territoires, est confronté aux grandes transitions multiples et diverses, bouleversement des habitudes, des modes de vie, des modes de consommation, des usages du service public. Et ces habitudes, encore plus bouleversées avec la crise sanitaire que nous connaissons actuellement, ont des impacts sur nos territoires et doivent être pris en compte dans les exercices de planification à toutes les échelles. Donc, le thème des transitions est donc un sujet fondamental pour la révision du SCOT Sud 54, sur lequel vous devrez faire des choix lors de la définition de votre projet d'aménagement stratégique, le PAS, qui remplace le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, mais aussi lors de vos travaux sur le document d'objectifs et d'orientation, le DOO. Donc, les transitions, de quoi parlons-nous? C'est le sujet de cette présentation par Jasmine. Au niveau du partage d'écran, nous sommes bons? Oui. Oui. Eh bien, Jasmine, c'est à toi, nous t'écoutons. Bon, merci Alexandra et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Et effectivement, pour ouvrir cette première séquence et accompagner vos réflexions, quelques mots d'introduction, une tentative d'introduction sur ces questions de transition. Parce que la transition écologique et climatique, c'est finalement une des 5 transitions majeures qui aujourd'hui sont à l'œuvre et qui transforment les territoires et la société. Alors, il y a évidemment la transition métropolitaine, c'est-à-dire la métropolisation, c'est-à-dire la concentration des emplois dans les grandes aires, dans les grandes agglomérations, qui s'accompagne de la périurbanisation plutôt de l'habitat et qui tout ça entraîne un élargissement des aires d'attraction des grandes agglomérations. Il y a la transition démographique, je fais évidemment référence au vieillissement, mais également à l'évolution des ménages, des modes de vie, des parcours de vie qui génèrent des nouveaux besoins en termes d'équipements et de services. La transition démocratique avec en toile de fond les questionnements autour de la démocratie représentative, participative et puis la défiance envers les institutions sous toutes ses formes. La transition numérique et enfin ce qui nous intéresse, la transition écologique et climatique et énergétique. Je précise que de mon point de vue, cette dernière transition est un peu différente des autres, car il s'agit évidemment d'une transition, d'une mutation, d'une tendance lourde qui questionne le territoire, mais plus largement, c'est aussi une crise et on va voir aussi une trajectoire, un chemin à parcourir, presque une méthode. Alors, diapo suivante. Parce qu'à l'origine de cette transition, il y a 3 constats qui interpellent. Alors, ces constats, ils ne sont pas neufs. Il y a évidemment le réchauffement climatique de plus 1,5 degré sur ce territoire, plus 1 degré à l'échelle de la France et 0,6 à l'échelle du monde. L'autre constat, c'est l'érosion de la biodiversité sauvage et cultivée. On sait qu'un tiers des 12 000 espèces du Grand Est sont inscrits sur les listes rouges, régionales ou nationales, en tant qu'espèces menacées. Et puis un autre constat dont on parle peu, mais qui est aussi qui questionne,
c'est la raréfaction des ressources, notamment des métaux rares, qui voilà, nous amène à y réfléchir sur notre empreinte. Et ce qui interpelle, ce qui frappe par rapport à ces constats, c'est leur accélération, c'est leur intensification. Et pour comprendre, c'est la métaphore du nénuphar qui, au bout de 30 jours, envahit le lac, qui sa propriété au nénuphar, c'est qu'il double de superficie chaque jour. Et donc, on se rend compte qu'il envahit le lac au bout de 30 jours, la moitié du lac un jour avant, le 29e, à 25% le 28e, etc. Et donc, on est face à des phénomènes qui sont en progression exponentielle. Et finalement, on est un peu comme le propriétaire du lac. On se rend compte, on est peut-être au 27e ou 26e. On voit que le phénomène commence à accélérer. Et donc, on a encore le temps de réagir, mais il faut agir très vite. Parce que les impacts derrière, donc là c'est la diapo suivante, sont importants. On voit une multiplication des risques sanitaires et environnementaux et ça génère de nouvelles vulnérabilités ou un accroissement des vulnérabilités sur les milieux naturels, mais également sur la population. Il y a des impacts au niveau de la santé et je pense que l'année 2020 avec la pandémie nous aura bien alerté sur cet impact et puis sur les activités humaines, voilà, en tout genre. Mais tout ça va être présenté dans la deuxième séquence. Au fond, ces constats, qu'est-ce qu'ils requestionnent? Ils requestionnent notre rapport à l'énergie, notre rapport au vivant, nos modes de vie, nos modèles de développement. Je vais commencer par le rapport au vivant. Ce qu'il y a derrière, c'est effectivement le vivant, c'est la question de la santé et des biens communs. On sait que 75% des maladies infectieuses émergentes sont d'origine animale et que 2/3 d'entre elles proviennent d'animaux sauvages. Voilà, le pangolin, à titre d'exemple, qui sera sans doute l'animal totem de cette année. Et donc, on voit bien qu'il y a une question de droit de la nature. D'ailleurs, on sait que dans certains pays, certains fleuves ont une reconnaissance juridique. Enfin bref, il y a une vraie question autour de la gestion des biens communs et le SCOT est un outil en tant que tel pour mieux gérer les biens communs et les questions de santé derrière par ricochet. L'autre rapport qui est fondamental, c'est la question de l'énergie. Puisqu'on sait que 80% des émissions mondiales de CO2, mais c'est à peu près la même proportion sur ce territoire, sont imputables à la combustion d'énergie fossile. Donc c'est bien la dépendance aux énergies fossiles qui est en question et qui nous oblige à une transition énergétique et bas carbone, c'est-à-dire à recourir à davantage d'énergie renouvelable. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que l'énergie, elle est omniprésente, elle est partout, quoi qu'on fasse. Et donc ça nous questionne sur nos modes de vie et le modèle de développement. Le mode de vie, c'est bien sûr la question des mobilités, de la transition agroalimentaire et aussi de l'habitat. Et on sait que 70% de l'empreinte d'un Français est liée aux émissions associées au transport, au logement et à l'alimentation. Et plus globalement, ce que ça questionne, c'est effectivement le modèle de développement économique qui est basé sur l'extraction de ressources et qui est un modèle linéaire. Et donc l'enjeu, c'est de passer à une économie circulaire. Et puis, ce qu'elle questionne aussi, c'est un modèle de développement spatial qui a été longtemps basé en tout cas sur un triptyque, la maison individuelle, la voiture thermique polluante, et puis l'organisation fonctionnelle des espaces, c'est-à-dire voilà, la segmentation, et tout ça a généré de la consommation foncière et donc des consommations d'énergie. Et on estime que 60% des consommations d'énergie sont potentiellement économisables grâce à un aménagement compact et articulé autour des transports en commun. Et donc, diapo suivante, ce que je vous ai dit également, c'est que cette transition, l'une de ses spécificités, c'était aussi une trajectoire, c'était quasiment une méthode. Et là, le cap, il a été défini par l'État, mais aussi à l'échelle mondiale avec la COP21 et l'accord de Paris. Et donc, on a une stratégie à triple détente à mettre en place. Il y a tout d'abord l'adaptation, s'adapter à un monde de plus de degrés, voire au-delà, mais tout faire pour limiter le réchauffement à plus 1,5 degré. Ce qui pose ensuite la question de l'atténuation, c'est-à-dire de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, d'agir sur les causes concrètement. Et donc, ça pose la question de la neutralité carbone. C'est ce que vous voyez sur le diaporama à gauche, c'est le schéma. Ça, c'est extrait de la stratégie nationale bas carbone. C'est un peu la trajectoire qu'on va devoir suivre tous. C'est diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, en bleu. Mais comme on ne pourra pas toutes les éliminer, ces émissions, il va falloir compenser. Et donc, c'est le vert à travers le puits de carbone. Et puis enfin, troisième volet de la stratégie, c'est la préservation, la régénération, en stoppant les pressions et éventuellement aussi, si c'est possible, en réparant les écosystèmes dégradés. Et donc, on a là les trois chemins, merci. On a là les trois chemins à mettre en place, l'adaptation, l'atténuation et la préservation, mais
en veillant à ne pas accroître les inégalités sociales et territoriales. Et c'est bien là la question, c'est que souvent quand on parle de transition climatique, énergétique, on ajoute souvent solidaire derrière. Et donc là, je voudrais vous alerter sur, et j'en conclurai par là-dessus, par un point de vigilance. Et donc c'est la dernière diapo. Pour ça, je vais m'appuyer sur la théorie du donut d'une chercheuse britannique, Kate Raworth, et donc qui propose de penser l'économie, le développement économique au regard d'un plafond écologique et d'un plancher social. Le plafond écologique, ça reprend en réalité les 9 limites planétaires qui avaient été conceptualisées par un autre chercheur. Et donc, elle reprend ces 9 limites. Cette 9 limites planétaires, et elle les met au regard de besoins essentiels et sociaux. Et il faut savoir que la ville d'Amsterdam a repris ce concept, cette boussole, pour pouvoir construire son projet de territoire. Et donc moi, je n'ai pas tout à fait le schéma, vous voyez, c'est pas tout à fait le schéma de la théorie du donut, c'est une adaptation à une échelle plus locale, parce que dans la version originale, on parle de l'acidification des océans, on parle d'enjeux très planétaires qui nous concernent un peu moins. Et donc là, c'est très intéressant parce que ça questionne par rapport au SCOT, qui est un vrai outil pour pouvoir gérer cette question du plafond écologique et du plancher social, et trouver un juste milieu. On a eu donc les premiers SCOT, c'était en 2000 avec la loi SRU, il y a eu le SCOT Grenelle en 2010, et bien en 2020, c'est bien sûr un SCOT transition, un SCOT anthropocène pour pouvoir gérer, anticiper, mettre en œuvre ces transitions. Mais pour ça, il faut évidemment partir de la connaissance du territoire et du diagnostic. Merci Jasmine pour cette présentation. Donc, au cours de la présentation, nous n'avons pas de remarques ou de questions qui ont été posées. Donc, nous vous proposons de poursuivre ce webinaire avec Marion Reynaud et Patrice Goyer, donc du bureau d'études Ecovia, qui vont nous dresser un portrait de l'état initial de l'environnement du territoire du Sud 54 et évoquer les défis auxquels le territoire doit faire face. Patrice, Marion, c'est à vous. Je vous laisse faire le partage d'écran et nous vous écoutons. Il faut peut-être brancher le micro, Marion. Nous ne vous entendons pas. Assurez-vous que les micros… Le micro est coupé, hein, Marion, pour le moment. Voilà. Oui, Patrice devait prendre la main sur le début de la présentation. Alors, Voilà, Patrice. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Allô? Oui, ouais, ok, très bien, excusez-moi. Oui, je suis passé en mode téléphone, j'avais quelques soucis de connexion. Bon, bonjour, je me présente, je suis Patrice Goyer, donc du bureau d'études Ecovia. Je travaille avec donc Marion Reynaud en binôme sur l'accompagnement environnemental de votre SCOT. Donc on a été sollicité par vos équipes du SCOT Sud 54 pour vous faire une première présentation des éléments clés en fait environnementaux qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle de ces transitions écologiques et climatiques. Hein, donc d'où on part, comme disait à l'instant Jasmine de l'agence Scalen. Bon, pour se présenter très rapidement, on est un groupement de sociétés coopératives autour de 3 entités Ecovia spécialisées en environnement, planète, en urbanisme et altitude en concertation et participation locale. On est développé sur principalement 3 grandes agences avec des petites antennes de production ailleurs, mais en gros c'est Aix-en-Provence, Lyon et Bordeaux. On travaille sur ces questions d'évaluation environnementale depuis maintenant un petit peu plus d'une quinzaine d'années, avec pas mal de réalisations de SCOT à notre actif sur ces questions-là, et là sur le territoire un peu plus à proximité, on va dire, de votre SCOT, on a l'occasion d'accompagner le Grand Nancy dans l'évaluation environnementale de leur PLI, et donc le plan local d'urbanisme intercommunal. Et on a travaillé notamment aussi pour le plan de déplacement urbain de la ville de Metz, enfin de l'agglo de Metz, sur ces mêmes questions-là. Donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu les points clés, on va dire, du SCOT en matière d'environnement et de votre territoire par rapport à ces points clés de SCOT. On a un certain nombre de thématiques sur lesquelles on va pouvoir travailler. Marion, je ne sais pas si tu peux passer la diapo d'après. Marion? Allô, vous m'entendez? oui. Ouais.
Oui, d'accord. Ouais. C'était quelle diapo? Je ne sais pas si tu es à l'heure. Je crois que j'ai un temps de latence. Tu sais, Je c'est la crois que diapo tu as avec de la l'échelle. latence. Ouais, j'ai un temps de latence. Ok. Dans la diapo, on scope pourquoi faire, on est d'accord? Oui. Ok, merci. Excusez-nous de ces petites latences techniques. Donc, l'objectif, en fait, d'un scope est quand même assez fort dans la hiérarchie des normes en matière de documents d'urbanisme, notamment en matière d'environnement. En gros, si on reprend à droite, on présente les grands objectifs tels que le code de l'urbanisme le définit. On retrouve deux grands types d'objectifs. Les premiers objectifs qui sont issus de la première loi sur les SCOT solidarité et renouvellement urbain, avec bien entendu des SCOT qui étaient vraiment sur cette notion d'équilibre des territoires et de mixité des fonctions urbaines, rurales et sociales. Et avec l'avènement des lois Grenelle et Allure et l'ensemble des lois qui sont venues après, on retrouve en fait dans les transcriptions en matière d'objectifs des documents d'urbanisme et donc des SCOT un certain nombre d'objectifs très directs sur l'environnement et notamment les enjeux de la transition écologique et énergétique. Comme l'a présenté l'agence Scalen juste avant, on parle bien d'une trajectoire et cette trajectoire en fait a été inscrite au fur et à mesure des avancées réglementaires environnementales dans le code de l'urbanisme. On retrouve des enjeux de réduction de consommation d'espace, bien entendu, comme était déjà un peu marqué dans la loi SRU, qui avait un peu posé l'espace comme une ressource à part entière naturelle qu'il fallait essayer de valoriser et gérer le plus durablement possible. Mais elle a aussi intégré un certain nombre dans les objectifs fondamentaux auxquels doivent répondre les SCOT, donc vraiment les objectifs réglementaires, des questions d'améliorer les performances énergétiques, notamment sur la réduction des besoins en déplacement, de rationalisation, on va dire, de l'offre de déplacement avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées. Donc ça, c'est des objectifs très concrets qu'on retrouve dans la loi. Et on retrouve aussi des objectifs sur ces transitions écologiques avec la notion de biodiversité et d'écosystème qui ont fait leur apparition dans les objectifs réglementaires des SCOT et des PLI et PLI, bien entendu. Alors, c'est quand même une petite révolution parce qu'avant, dans les anciennes moutures, si je caricature, en fait, il y avait des espaces naturels qu'il fallait protéger et puis des espaces agricoles et urbains à aménager et à valoriser. Mais là, maintenant, même dans les espaces urbains, même dans les espaces agricoles, on va se poser la question, quand on aménage, du maintien d'un certain nombre de fonctionnalités pour permettre à vos écosystèmes de perdurer le plus possible dans le temps. Là aussi, c'est pour ménager les capacités d'adaptation et de réactivité de vos écosystèmes, vos milieux naturels, aux changements qui sont en cours, notamment au changement climatique. Donc on retrouve dans ces objectifs, voilà, le petit tableau à gauche sur, on va dire, les plus grands types de leviers d'action. On rentre pas dans le détail là-dessus puisque Thibaut fera une présentation sur les leviers et les outils disponibles en matière de SCOT pour faire face à ça. Mais effectivement, on voit qu'un SCOT est très bien équipé, entre guillemets, d'un point de vue réglementaire pour faire face à la consommation d'espace, la gestion des espaces naturels des écosystèmes, les risques. Après, sur le paysage, l'eau, gaz à effet de serre, énergie, qualité de l'air, il a un levier d'action qui est quand même assez présent, bien qu'un peu moins fort. Il a une très très grosse plus-value, notamment sur les gaz à effet de serre et climat-énergie, sur tout ce qui est armature territoriale et le rapprochement, on va dire, des différents besoins et fonctions pour faire face aux mobilités quotidiennes des territoires. Donc si on passe à la diapo suivante, pardon. On voulait vous présenter un petit peu les connexions que le SCOT a avec un certain nombre de démarches existantes sur votre territoire, des démarches qui ont déjà saisi à bras-le-corps ces questions de transition, d'enjeux climatiques et écologiques. Alors, on a, nous, dans le cadre du développement du SCOT et de l'élaboration de SCOT, l'obligation de prendre en compte et de travailler en compatibilité avec un certain nombre d'objectifs qui sont présents, donc notamment le DAGE RAMEUS, donc le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui donne un certain nombre d'orientations pour la protection de la ressource en eau et des milieux associés. Bien sûr, le schéma régionaux, donc d'aménagement, développement et d'équilibre des territoires dans le SRADET Grand Est, le schéma régional des carrières aussi, qu'il faut intégrer à la réflexion. Bien entendu, sur votre territoire, on va retrouver la charte de PNR, des SAGE, donc des contrats de milieu plus localisés sur votre territoire.
l'ensemble de ces éléments-là sont intégrés dans votre schéma de cohérence territoriale qui deviendra, c'est un terme un peu consacré en matière de SCOT, le document intégrateur, c'est-à-dire qu'il va permettre d'intégrer en un seul document l'ensemble de ces objectifs pour que les documents locaux en matière d'urbanisme, donc les PLU notamment, mais ça peut être aussi les PLH, les PDI, etc., n'est plus, entre guillemets, qu'à regarder le SCOT pour intégrer l'ensemble de ces orientations. En gros, le SCOT, il a un pouvoir extrêmement fort parce qu'il va décliner à l'échelle locale en matière d'aménagement de l'espace et d'équilibre de vos territoires l'ensemble des grands objectifs en matière d'environnement, transition énergétique et climatique pour devenir quasiment la seule référence après auquel devront se référer les projets d'aménagement locaux supérieurs de 5000 m², plus l'ensemble des documents d'urbanisme qui vont être compatibles avec lui-même. Donc sa responsabilité est importante et finalement, en travaillant sur un SCOT, on va réussir à vraiment impulser des bons fondements pour réussir ces transitions énergétiques et écologiques. Alors on part pas de rien non plus sur le territoire en matière d'enjeux environnementaux et d'évolution de vos contextes environnementaux. Donc là, je laisse la parole à Marion Reynaud, qui va vous présenter quelques points clés sur l'état initial de l'environnement et un peu les perspectives au regard de votre ancien SCOT et les éléments d'évolution qu'on peut noter par rapport aux objectifs que vous étiez notés dans votre précédent SCOT. Du coup, on va vous présenter donc thématique par thématique, histoire d'être un petit peu clair. Donc, pour commencer par les milieux naturels et la biodiversité, vous le savez, votre patrimoine naturel est relativement varié, notamment du fait de l'étendue du territoire aussi. Donc, des milieux forestiers, notamment sur les massifs de haies et des Vosges, des milieux humides, qui vont être surtout aux abords des grands cours d'eau que sont la Moselle et la Meuse, mais également de tous les autres cours d'eau du territoire, et notamment des milieux ouverts, avec des prairies, et particulièrement les vergers et les pelouses sèches thermophiles, qui sont des caractéristiques de votre territoire comparées à d'autres territoires en France. Pour zoomer un peu, voilà. Sur votre territoire, ces milieux typiques et remarquables sont reconnus en partie par des inventaires en aplat vert un peu plus clair, notamment ici. Et donc, on retrouve encore une fois le massif de la Haye ici, le massif des Vosges ici. On a aussi des périmètres de gestion, de contractualisation type le parc naturel régional de Lorraine et également des réserves naturelles, présentées plutôt sur des petites couleurs un peu plus ponctuelles, jaune et rouge pour les arrêtés de protection de biotopes. Ces derniers sont... Voilà, forcément. On ne vous entend pas très bien, Marion. D'accord. Si vous pouvez rapprocher du micro. Oui, est-ce que c'est mieux comme ça? Il faut que je le tienne devant moi, du coup. Donc, ces milieux naturels reconnus, finalement, et recouvrent 42% des grands espaces naturels du territoire. Néanmoins, si on s'intéresse plus à la dimension de protection réglementaire forte, on tombe à moins de 1% des milieux naturels du Sud 54 qui sont protégés. C'est pour ça d'ailleurs que le SCOT s'était emparé de la question, on imagine à l'époque, et avait choisi de s'orienter sur une protection en enjoignant les documents d'urbanistes à protéger les espaces naturels, agricoles, forestiers. Hop. Et pour ce faire, il s'était emparé d'une trame verte, il s'était créé une trame verte et bleue. La trame verte et bleue, c'est ce qui va recouvrir ce qu'on appelle les réservoirs de biodiversité, qui vont être les lieux de vie, d'habitat des espèces, et les corridors qui permettent à ces espèces de se déplacer entre différents réservoirs de biodiversité. Et finalement, en préservant ces milieux-là, on permet une préservation de la fonctionnalité des milieux naturels dans leur ensemble sur le territoire. Ainsi, la trame verte et bleue du... Pardon. Non, oui, juste pour vous dire, du coup, comparativement, vous savez, aux grands objectifs de préservation des écosystèmes, la trame verte et bleue, en fait, c'est l'identification de tous les espaces de votre territoire qui permettent justement le maintien de ces écosystèmes.
qui permettent du coup d'avoir une circulation de vos espèces, mais aussi des flux énergétiques qui constituent ces écosystèmes et donc des chaînes alimentaires qui soient viables. Voilà. Donc cette trame RT2 est extrêmement importante et voilà, la question se posera dans le cadre des enjeux de transition énergétique et climatique à un besoin peut-être de renforcement de déjà ce premier outil qui a été positionné dans votre précédent SCOT, qui correspond vraiment à cet enjeu de capacité de résilience de vos milieux naturels à faire face eux aussi à ces changements. Et de fait, dans le précédent, enfin dans le SCOT en vigueur, la trame RT2 couvrait un tiers du Sud 54 dans son ensemble et jusqu'à 64% des grands ensembles de milieux naturels. Donc, comparé au moins de 1% que je vous présentais sur la diapo précédente, on est déjà sur une plus grande surface qui est protégée. Et de fait, pendant la mise en œuvre du SCOT, donc sur la période 2013-2016, seulement 202 logements ont été bâtis en contiguïté, donc à proximité de ces réservoirs, donc potentiellement en créant une pression sur ces réservoirs, ce qui fait à peine 3% des logements construits. Donc globalement, la règle a été assez bien respectée, d'autant plus qu'il s'agissait de logements dans l'enveloppe urbaine en majorité. Pour passer aux risques, donc, le territoire est également exposé à des risques naturels, majoritairement liés aux inondations, que ce soit les crues, les remontées de nappes ou le ruissellement pluvial, les mouvements de terrain, avec presque 1000 cavités, des centaines d'aléas mouvements de terrain recensés et un retrait gonflement des argiles relativement important. Donc ainsi, vous pouvez voir que l'aléa inondation représenté en bleu va plutôt concerner ici les cours d'eau, hein, logiquement, et l'aléa retrait gonflement des argiles qui est référencé surtout dans les plaines et aux abords des cours d'eau en particulier, ce qui est logique aussi dans la géologie du territoire. Et enfin, une petite répartition assez dense des aléas mouvements de terrain représentés par les petites taches noires, en particulier le long des cours d'eau, notamment liées aux érosions de berges, mais aussi les cavités qui peuvent être liées à l'exploitation des mines. Donc ça, c'était pour les risques naturels. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que votre territoire est déjà équipé de nombreux documents de gestion et de prévention. Donc on a plus de 100 plans de prévention des risques naturels, donc PPRN, qui permettent de gérer à l'échelle locale, donc à l'échelle communale, le risque. C'est un document opposable qui permet de régir les règles d'occupation du sol. Il y a exactement trois programmes d'action et de prévention contre les inondations, 4 territoires à risque important d'inondation qui sont des déclinaisons directes de la directive européenne inondation à l'échelle du territoire, qui permettent en fait de prévoir en fait les aléas inondations sur le territoire. Ces risques naturels. Oui, pardon, excuse-moi, Marion. Ces risques naturels sont des risques qui existent aujourd'hui, mais qui sont également sensibles aux évolutions climatiques, notamment avec l'accentuation des sécheresses, l'accentuation probable des événements extrêmes type les orages. On peut s'attendre à ce que les modifications soient plus ou moins intenses, mais également on a une grosse incertitude. Donc c'est là où le SCOT devra se parer face à ces incertitudes et essayer d'anticiper un maximum et respecter un principe de précaution afin de ne pas augmenter les enjeux face à ces aléas. Au niveau des risques technologiques et industriels qui sont également présents sur le territoire, nous avons un risque industriel qui est représenté par les installations classées pour la protection de l'environnement qu'on appelle les ICPE, qui présentent des risques plus ou moins forts selon la nature de l'activité. Néanmoins, généralement, on distingue les risques Seveso des autres, les installations Seveso des autres, qui, elles, souvent sont concernées par un plan de prévention des risques technologiques qu'on appelle les PPRT, qui sont au nombre de 4 sur votre territoire. À
noter également la présence d'un risque de transport de matières dangereuses qui peut être lié au transport par les canalisations, donc en vert sur la carte, des canalisations d'hydrocarbures, de gaz naturel ou autres substances, également aussi par le transport via le fret routier ou ferré. À noter encore sur votre territoire des communes qui sont concernées par des risques de rupture des barrages donc, sur la Meurthe, et quelques communes qui sont concernées aussi par des risques miniers liés à l'utilisation, à l'exploitation du sel ou du fer passé ou actuel d'ailleurs. Et enfin, il existe aussi de manière très ponctuelle un risque lié aux engins de guerre issus du passé, bien sûr, du Grand Est. Et donc, à nouveau, l'enjeu ici sera de ne pas augmenter les enjeux humains, de continuer en fait la lancée du SCOT, puisque finalement, les enjeux, que ce soit naturels ou technologiques, ont déjà relativement été bien pris en compte, puisque pendant la mise en œuvre du SCOT, donc sur les années 2013-2016, on reste sur le même pas de temps que tout à l'heure, seulement 28 logements ont été construits en zone inondable. Et encore une fois, presque tous étaient dans l'enveloppe urbaine. Marion, excusez-moi. Oui. En tant qu'animatrice et donc garante du temps, je vais vous demander d'aller un petit peu plus vite au niveau de la présentation pour qu'on puisse tenir les délais qui nous sont fixés pour ce webinaire. Merci. Très bien, ça marche. Pour passer donc rapidement au paysage et patrimoine, donc ici on est sur des éléments qui finalement ont peu évolué. Le socle géographique reste le même. Les paysages restent le même, les sites patrimoniaux emblématiques sont des monuments historiques, donc ce sont toujours les mêmes. Néanmoins, l'idée ici, ça sera plutôt de poursuivre le travail engagé, notamment sur la protection du bâti qui n'est pas reconnu aujourd'hui par des classements ou des inscriptions. Et continuer le travail du SCOT qui enjoignait déjà aux documents d'urbanisme de comporter un diagnostic paysager et de traduire les objectifs du SCOT. Sur le plan des ressources, les ressources en eau est abondante et bien répartie. Néanmoins, l'État, bien qu'il s'améliore, pour rester fragile. On est toujours dans un contexte d'évolution climatique. Même si aujourd'hui, l'état quantitatif est bon sur les masses d'eau souterraines, on peut s'interroger sur leur évolution dans un avenir proche ou à moyen terme. L'état qualitatif s'améliore depuis que les SDAGE, donc schémas d'aménagement de gestion des eaux, ont été mis en place. On observe que l'état s'améliore d'état des lieux en état des lieux. Néanmoins, voilà, encore une fois, avec la question de l'évolution du climat qui pèse sur cette ressource-là. D'autant plus que les prélèvements qui sont destinés à l'industrie et à AEP, donc adduction en eau potable, sont à plus de 70% issus des eaux de surface, donc relativement sensibles. C'est pour ça pourquoi le SCOT devra prévoir un développement en adéquation avec les capacités du territoire, donc que ce soit en capacité de prélèvement ou d'assainissement. Et pour cela, respecter un cycle de l'eau le moins artificiel possible, de permettre en fait un cycle de l'eau au plus proche entre guillemets du naturel, donc avec des infiltrations et limiter les ruissellements liés à l'imperméabilisation des sols. Et concernant le sous-sol, donc aujourd'hui les ressources sont exploitées par environ 45 exploitations. Il y en avait 35 en 2008, donc une exploitation qui est relativement stable, avec énormément d'exploitations qui sont fermées aujourd'hui. Donc la réflexion à mener, ça sera en partie sur le devenir de ces anciennes carrières et sur l'avenir de l'exploitation des sous-sols. Le SCOT avait déjà permis beaucoup de balises pour permettre d'encadrer l'exploitation des ressources. Et du coup, voilà, donc l'idée, ça sera de continuer sur la lancée des SCOT actuels, voire même peut-être s'interroger davantage sur justement le devenir des anciennes carrières, que ce soit comme des opportunités foncières, par exemple. Concernant, pendant qu'on change de diapo, l'eau, la démonstration de la capacité d'accueil du territoire, vraiment sur ce niveau SCOT,
va être un point assez important dans l'anticipation justement des évolutions et des incertitudes de ces évolutions liées avec les changements climatiques en cours. Donc cette démonstration doit être, on va dire, faite de façon la plus rigoureuse possible. Donc c'est un des points sur lesquels l'évaluation environnementale vous aidera. Mais c'est vrai que vous, en tant qu'élu, cette espèce de prise de marge, on va dire, par rapport à la capacité d'accueil et l'évolution potentielle de cette ressource en eau, cette marge de sécurité, on va dire, c'est un point en fait politique de décision assez fort quant à votre identification, par exemple, de vos perspectives démographiques et de développement d'activité. Voilà. Sur le plan des nuisances, pour ne parler que de la pollution de l'air et des nuisances sonores ici, donc l'évolution elle est plutôt positive dans le sens où on observe une réduction des polluants sur le territoire. C'est ce que vous voyez avec la courbe à droite. Une baisse qui est due aux évolutions des procédés, mais surtout ici sur votre territoire à la réduction d'une centrale thermique qui a tout simplement abandonné ses qui a abandonné les combustibles soufrés au profit du gaz, ce qui fait que les émissions de polluants ont grandement baissé, notamment entre 2013 et 2014. Donc, les nuisances, entre guillemets, le chemin est engagé, il faudra continuer dans cette voie-là. Et alors là, on vous groupe globalement les nuisances sonores et les pollutions de l'air parce qu'on est souvent, notamment sur le territoire et notamment au regard des leviers du squat, sur la place de la voiture. En fait, c'est des choses qui vont se régler un petit peu en agissant sur les mêmes leviers, notamment sur la place de la voiture dans les centres urbains et sur ce qu'on parlait de tout à l'heure de l'armature urbaine. L'idée, ça va être d'optimiser les déplacements, toujours en localisant la bonne activité au bon endroit, en réfléchissant sur la mixité des fonctions, en redonnant une part au mode actif et en dynamique de centre-bourg. Tout ça pour permettre en fait au transport de se réduire. Et enfin, un petit point d'alerte tout de même sur l'ozone, qui est un polluant dont les précurseurs sont produits dans les zones urbaines, mais qui ensuite sont transformés et se diffusent dans les secteurs ruraux. Donc c'est une pollution qui est à origine urbaine, mais se déplace ensuite souvent sur les massifs. Et dans les dernières années, c'est un polluant qui ne réduit pas et qui pose des problèmes, puisque 100% de la population, par exemple, en 2019, a été exposée à des dépassements réglementaires sur le plan de l'ozone. Alors là, on attaque le 18 sujets sur l'énergie-climat. Et donc, énergie-climat, donc première diapositive sur l'énergie. Le territoire aujourd'hui est dépendant des énergies fossiles. Les gros consommateurs sont l'industrie, le résidentiel et les transports, avec une légère baisse de consommation par habitant, puisqu'elle est de 37 en 2017 contre 44 en 2010, mais qui reste au-dessus de la moyenne régionale. Donc on est sur un territoire qui consomme beaucoup. La diminution est cependant, elle existe, mais elle est trop faible au regard des objectifs, les objectifs régionaux, qui sont mentionnés dans le petit schéma en dessous, puisque le SRADET, donc le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires du Grand Est, a visé une diminution de 29% des consommations en 2030 et 55% en 2050. Et si on regarde la proportion d'énergie renouvelable, la production est en hausse régulière, mais ne représente que 17% des consommations. Même si là, effectivement, on voit qu'il y a une amélioration dans le sens où en 2010, seulement 3,8% de la consommation était entre guillemets couverte par une production d'énergie renouvelable. Il faut savoir aussi sur le territoire, bon, vous le savez certainement mieux que moi, c'est que de nombreux EPCI sont engagés dans des démarches d'amélioration et vont dans le sens en fait de ces objectifs régionaux.
notamment par les plans climat, air et énergie territoriaux, donc PCAET, et des territoires à énergie positive, qu'on appelle des TEPOS. Donc voilà, les enjeux, ça va être donc permettre aux EPCI d'atteindre les objectifs et d'intégrer justement ces documents-là dans le SCOT et d'identifier par ailleurs et de cadrer le développement des énergies renouvelables, tout en gardant à l'esprit, c'est là où en fait le SCOT va avoir un petit travail d'équilibriste à fournir, c'est que voilà, il faudra développer la production d'énergie renouvelable, mais en même temps, vous devrez protéger vos milieux naturels. Donc, il faudra s'assurer que le développement prévu et la préservation des milieux naturels ne portent pas, ou en tout cas se déroulent en bonne intelligence pour permettre d'atteindre les objectifs en matière d'énergie. En matière de climat, donc, comme on vous disait, comme on vous le disait au tout début de la présentation, le territoire va devoir s'adapter au changement climatique, mais il en a également un petit peu la source. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'il se doit de mener des politiques d'atténuation. Donc, à l'heure actuelle, on est sur une réduction des émissions de gaz à effet de serre par habitant sur le territoire, donc 10 tonnes équivalent CO2 en 2017 contre 12,5 en 2010, mais qui reste au-delà de la moyenne de la région. Encore une fois, c'est l'industrie et les transports qui représentent une grande majorité. Mais pardon, je me perds un peu. La tendance est à la baisse, mais certes, mais trop légère. Encore une fois, on a des objectifs à la fois nationaux et régionaux toujours portés par le SRADET qu'il va falloir atteindre. Donc, c'est la courbe qui est présentée en dessous. Donc, les objectifs régionaux qui demandent de diminuer par 2 en 2050 par rapport à 90 les émissions. Et pour cela, on va retrouver les mêmes leviers que pour la pollution de l'air, puisqu'il s'agira encore une fois d'agir sur les déplacements et travailler sur l'armature territoriale. Encore une fois, c'est de localiser la bonne activité au bon endroit pour que les gens, qu'on rapproche les habitations des sites d'emploi et des sites de production pour permettre justement de réduire ces déplacements et d'optimiser les transports collectifs. Là aussi, sur le travail au-delà de l'armature grande territoriale, à l'intérieur même des centres-bourgs, des centres-villes, il y a un certain nombre d'orientations que le SCOT va pouvoir prendre pour qu'on garde quand même, sur les territoires qui sont quand même assez ruraux comme le vôtre, on garde quand même si vous voulez, la possibilité d'avoir accès à un minimum de services en diminuant sa distance de déplacement. Et donc ça, ce questionnement sur les types de commerces, les commerces en centre-ville, en centre-bourg, sont en fait des leviers assez importants là aussi de réduction des gaz à effet de serre sur lesquels le SCOT a un levier d'action, c'est-à-dire les gaz à effet de serre qui sont émis par vos voitures, principalement et vos déplacements quotidiens. Et donc, en matière de climat, on va passer assez rapidement sur cette diapo parce que finalement, une grande partie a été dite en tout début dans l'introduction du webinaire. Donc voilà, l'idée, ça sera vraiment de s'adapter tout en prévoyant, parce que les évolutions climatiques, aujourd'hui, le gros problème, ce sont les incertitudes. Donc, d'arriver à intégrer un principe de précaution dans le projet de SCOT. Et en fonction, d'essayer d'être le plus optimisé possible sur les localisations, les préservations des milieux naturels qui permettent justement d'atténuer le changement climatique, entre autres, par exemple. Alors, comment ça va se passer très concrètement, cette prise en compte dans votre projet SCOT? Donc le travail qui est réalisé, c'est de mettre à jour l'état initial d'environnement de votre SCOT en insistant bien sur ces points et sur les points sur lesquels on va pouvoir faire levier qu'on vous a présenté de façon très synthétique pour réaliser ces transitions écologiques et climatiques. Donc ce travail d'état initial, en fait, on va le travailler après avec vous, les élus, pour définir ce qu'on va appeler un projet environnemental, c'est-à-dire les enjeux environnementaux qui sont pour vous les plus importants sur le territoire, ceux qui vous parlent le plus, ceux sur lesquels vous voulez mettre les curseurs de vigilance les plus élevés,
dans le cadre de l'élaboration du SCOT, et on va travailler avec vous à leur spatialisation. Voilà, le but donc c'est vraiment d'identifier, de hiérarchiser, de spatialiser les enjeux ensemble pour qu'on ait une grille d'enjeux qui soit les enjeux vraiment issus de votre territoire et de votre vision politique. On l'a vu, il y aura forcément des arbitrages à faire et à voir sur certains enjeux au regard notamment des besoins au développement d'équipements pour faire face aux enjeux climatiques liés aux besoins de production d'énergie renouvelable vis-à-vis de certains enjeux, par exemple de préservation de vos espaces agricoles et naturels. Donc typiquement, ce projet environnemental, ça va être de hiérarchiser et de décliner, on va dire, le plus spatialement possible, le plus localement possible, ces types d'arbitrage. Une fois qu'on aura travaillé, on va vous accompagner en fait au fur et à mesure de l'écriture avec vos maîtrises d'œuvre, l'agence Scalen, etc. Donc au fur et à mesure du travail technique, on va vérifier que les enjeux environnementaux qu'on aura identifiés ensemble soient bien pris en compte et identifier peut-être la façon dont on pourrait encore mieux les prendre en compte dans l'écriture du SCOT, dans les choix que le SCOT va proposer, pour essayer d'avoir une amélioration continue de votre projet de SCOT au fur et à mesure de son élaboration, de son écriture, au regard des enjeux qu'on aura définis ensemble. Et l'ensemble de ce travail-là, du coup, aboutira à l'analyse des incidences qu'on retrouvera à l'image du SCOT que vous avez actuellement dans le rapport de présentation et qui permettra notamment au grand public de présenter l'ensemble des incidences positives et négatives attendues sur votre SCOT, sachant que, on l'a bien vu, au-delà de l'impératif climatique et de la transition écologique que l'on se doit de prendre en compte là dans ce SCOT, il y a des objectifs réglementaires très forts en matière de diminution des gaz à effet de serre, de préservation de ces écosystèmes, et donc il faut que votre SCOT, clairement, montre une plus-value environnementale comparativement à ce qui a pu être le cas dans le précédent SCOT. Il va falloir essayer de faire mieux. Donc je vous remercie, on a fini pour notre présentation de ces points clés, et on laisse la parole, je pense, à Thibaut. Merci Patrice, merci Marion pour cette présentation. Je vous propose d'aborder la troisième séquence et dernière séquence de ce webinaire consacré donc au thème des transitions. Thibaut, je te laisse faire le partage d'écran. Alors, un certain nombre de remarques ont été formulées et questions posées pendant la première séquence de présentation d'Ecovia. Nous vous proposons d'y revenir suite à la présentation de Thibaut. Donc, avec les deux premières séquences qui vous ont été présentées, donc vous l'avez compris, le territoire du Sud 54 est confronté, comme tous les autres territoires, à des défis majeurs en matière de transition écologique, énergétique et alimentaire. Comment pouvez-vous engager vos territoires vers ces transitions? Quels sont les leviers sur lesquels vous appuyez pour apporter des réponses à ces défis? C'est le sujet de cette séquence présentée par Thibaut. Thibaut, c'est à toi, nous t'écoutons. Bonjour à tous, pour ceux qui ne m'avaient pas entendu. Donc, on va commencer en partant de l'existant, parce qu'il faut savoir qu'en fait, le SCOT actuel dispose déjà de leviers importants sur les questions de transition. Donc, on a deux leviers structurants qui avaient été mis en œuvre dès 2013 et qui participent aux transitions, donc par des choix d'aménagement qui avaient été opérés à l'époque et qui œuvrent dans le sens de la réduction des consommations d'énergie, donc l'armature territoriale et la trame verte et bleue. Donc pour l'armature territoriale, c'est elle structure l'organisation du territoire vers un territoire plus économe en énergie et décline un certain nombre de principes d'aménagement dans différentes thématiques pour un modèle d'aménagement plus compact et articulé autour des transports en commun et censé être moins consommateur en énergie. Donc on a le rééquilibrage du développement résidentiel vers les pôles de services et d'emploi, la sobriété foncière articulée autour des objectifs de densité et de compacité, et la priorisation du renouvellement urbain, de la réutilisation des friches, ainsi que l'articulation entre l'urbanisme et les transports. La trame verte et bleue joue également un rôle structurant en permettant de prendre en compte les continuités écologiques par le biais des PLU. Elle permet de mieux intégrer les enjeux de biodiversité dans les projets de territoire. Elle a permis notamment d'atteindre quelques objectifs sociaux et économiques de la transition, notamment par la protection des espaces de nature et de biodiversité qui ont maintenu des services rendus par cette nature et la biodiversité.
et également la réduction de l'artificialisation des sols, le maintien des espaces agricoles et sylvicoles, la mise en valeur paysagère et culturelle des espaces, etc. Donc ces acquis qui sont dans le SCOT existant devront être réaffirmés dans le SCOT révisé, car l'ordonnance du 12 juin 2020 portant sur la modernisation des SCOT renforce ces enjeux de transition dans les schémas de cohérence. Les textes de loi mentionnent désormais explicitement les notions de transition écologique, énergétique et alimentaire. Donc pour aller un peu plus loin, je vous propose de regarder deux leviers un petit peu nouveaux dont le SCOT devra s'emparer pour entrer en transition. Donc la question de la transition agroalimentaire, qui doit donc modifier en profondeur notre manière de produire et de consommer des aliments, plus local, plus durable. Donc, il s'agit de mettre en œuvre pour le SCOT les conditions permettant de faciliter le développement de cette chaîne alimentaire locale au travers d'orientations d'aménagement qui permettront de protéger, de donner à voir des sites de développement de l'agriculture de proximité, de fixer, de relayer des objectifs chiffrés pour le développement des filières alimentaires, de préciser les limites à l'urbanisation et les conditions de protection des sites, par exemple pour l'agriculture périurbaine et les terres maraîchères. Un autre levier, celui de la transition énergétique. Donc, accompagner la transition énergétique dans le SCOT nécessite de mettre en œuvre là aussi des conditions qui permettent à la fois de réduire l'empreinte énergétique du territoire en réduisant les consommations d'énergie fossile et en produisant plus d'énergie renouvelable. Donc là aussi, certaines orientations pourront être mises en place, notamment transversales, qui concerneront à la fois le bâti, les déplacements, mais également des choses un peu plus ciblées sur les installations de production d'énergie, en posant notamment les conditions pour encourager leur développement, en identifiant les potentiels de développement des énergies renouvelables. Voilà. Donc, au-delà du SCOT, ces questions énergétiques et alimentaires rejoignent d'autres. L'eau, la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique, la performance environnementale et la santé humaine, et constitueront un nouveau cœur structurant pour les projets du SCOT. Toutefois, il faudra garder en tête que le SCOT n'est qu'un outil parmi d'autres, il n'est qu'un document d'urbanisme qui doit s'attacher donc à encadrer les dynamiques d'aménagement et d'occupation de l'espace et déléguer aux autres documents de planification environnementale, type PCAET, SDAGE, etc., les sujets plus opérationnels, qui n'ont pas forcément une réelle efficacité dans les SCOT. Donc, de nombreux leviers se trouvent également dans les complémentarités entre les territoires, qui offrent des opportunités de coopération. Par exemple, les zones rurales disposent de ressources naturelles comme la biomasse, dont les zones urbaines sont dépourvues, mais dont elles ont besoin pour assurer leur approvisionnement énergétique. Tandis que les grandes collectivités urbaines ont des services plus étoffés, qui sont susceptibles d'apporter de l'expertise aux plus petites. Donc, les transitions révèlent ainsi les interdépendances et les potentiels de coopération territoriale à valoriser sur la base de nouvelles complémentarités entre espaces urbains, périurbains et ruraux. Voilà, je vais essayer de faire court. Merci Thibaut pour cette présentation. Donc, la dernière séquence de ce webinaire consacré aux transitions énergétiques, écologiques, alimentaires viennent de vous être présentées. Je propose à Shenes Kirouni d'intervenir si elle le souhaite. Pouvez-vous… Merci. Voilà. Merci. Merci. Ça marche? Ça fonctionne, on vous entend bien. D'accord, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si ma tablette est bien, parce que je ne vois pas la vidéo. C'est bien. D'accord. Le cadrage est bon. Le cadrage est bon, merci. Non, mais je vais aller très rapidement déjà vous remercier, Scalen, Ecovia pour cette présentation. Je sais également que Bruno Minutiello participe et pourra également compléter mon intervention puisque nous sommes tous les deux sur la multipôle en charge des questions de transition. Peut-être simplement
un message en partant justement des 3 constats que vous avez évoqués, le réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité et la raréfaction des ressources. Vous avez fortement insisté sur le fait que nous étions dans une accélération de cette dégradation justement de notre environnement et qu'il fallait agir vite. Et on a eu, nous, l'habitude de dire que c'était aussi le dernier mandat pour agir et pour agir local, parce qu'effectivement, ce sont des défis qui dépassent largement nos territoires, mais pour lesquels, et vous en avez donné quelques-uns, nous avons des leviers pour agir sur notre territoire et répondre à ces défis. Alors, on a évoqué, nous sommes toutes et tous sur nos territoires, sur la mise en œuvre ou l'évolution d'un certain nombre d'outils. Là, on parle de l'évolution de la révision du SCOT. Nous sommes, nous, à la métropole, en train d'élaborer également le PLUI, le PCAET. Donc, on a des outils, on a des dispositifs. Le diagnostic, il est partagé. L'urgence, me semble-t-il, elle est partagée. Maintenant, il va falloir mettre en place une ambition et des exigences fortes sur les leviers à mettre en œuvre, notamment en termes d'objectifs. Et c'est tout le travail, je pense, de discussion, négociation, de concertation qu'il va falloir y avoir sur les territoires pour avoir un niveau d'objectifs et d'exigence important. Peut-être que l'expérimentation et l'innovation doivent être une priorité pour pouvoir concilier justement ce niveau d'exigence et ces solutions. Je sais que en matière de transition énergétique et d'alimentation, on a quelques leviers. Sur l'alimentation, on a le questionnement sur le modèle économique, la création de nouvelles filières. Sur la multipôle et la métropole, on est en train de travailler sur un Rungis local. Donc, je nous invite tous et toutes collectivement face à l'urgence, justement, à définir des objectifs ambitieux et exigeants, et je suis sûre que l'intelligence collective, l'innovation, l'expérimentation va nous permettre justement d'avancer fortement sur ces défis à l'échelle de notre territoire, en tout cas à minima le territoire sud-lorrain. Je vous remercie à nouveau pour cette présentation très, très claire. Merci. Donc, pendant les temps de présentation d'Ecovia et de Scalene, un certain nombre de remarques ont été formulées. L'équipe de la multipôle y a répondu pour la majorité d'entre elles. Les autres seront bien évidemment prises en compte lors des travaux à poursuivre du SCOT sur le PAS et le DO dans les années 2020-2022. Voilà, je propose de passer la parole à Bruno Minchiello pour la suite de la présentation et conclure ce webinaire. Si vous pouvez vous connecter. Entendez. On vous entend, on ne vous voit pas encore, mais nous vous entendons. On vous voit. Ah, ça y est, on vous voit. Ouais. J'espère, je suis navré, hein, j'ai des petits problèmes de connexion ce matin, donc j'ai malheureusement suivi le webinaire avec beaucoup de difficultés, mais j'ai entendu la plupart des travaux qui ont été faits. Alors, pour reprendre ce que disait Chénès, effectivement, je crois que le temps de la prise de conscience de l'ensemble des élus, cette prise de conscience, elle est réelle et tout le monde a bien compris qu'aujourd'hui, on n'en était plus à se dire est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas. Aujourd'hui, maintenant, il faut faire. Et il faut déterminer comment il faut faire pour pouvoir améliorer tout cela. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on acte très rapidement un plan à moyen terme, un plan d'intervention sur l'ensemble de la multipôle pour pouvoir faire avancer le sujet. Et je vois que les travaux ont déjà bien commencé. Les différents PLUI dans les différentes communautés de communes vont permettre de mettre tout cela en harmonie.
on peut s'appuyer sur le travail exemplaire qui a été fait par Scalen encore une fois. Et puis, pour avoir suivi les débats au niveau de la multipôle, et notamment au niveau du bureau, je suis content de voir que chaque élu a pris vraiment conscience de ce besoin d'avancer. Donc, je pense qu'on va pouvoir très bientôt, chacun sur nos territoires, mettre en œuvre une vraie stratégie sur l'ensemble du territoire dans la multipôle. Voilà, si je pouvais, sauf si vous vouliez que j'intervienne sur autre chose. Non, c'est très bien. Pardon, j'ai des soucis de caméra, voilà, elle est bien allumée. Non, c'est très bien, nous vous remercions. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour les 2 derniers webinaires consacrés aux enjeux de l'habitat et de l'urbanisme, où nous serons en compagnie également du CAUE. Donc, ce sera le 15 décembre, suivi du 16 décembre par un webinaire consacré donc aux mobilités avec l'agence Scalen également. Thibaut, je te laisse le mot de la fin. Oui, merci Alexandra. Très simplement pour vous redire voilà, que dans quelques jours sera aussi ouverte et accessible depuis le site de la multipôle un outil qui s'appelle Carte au débat, qui va permettre aussi d'apporter des contributions en ligne, de pouvoir réagir, de pouvoir enrichir ce diagnostic qu'on a partagé pour partie ce matin dans le cadre de ce webinaire. Vous dire également que cette séquence, les différentes séquences de cette matinée seront accessibles en ligne dans quelques minutes, en tout cas en début d'après-midi, également sur le site de la multipôle, avec l'ensemble des éléments de présentation des intervenants. Donc, simplement remercier les uns et les autres pour leurs interventions et tout le monde pour votre attention ce matin. Voilà, merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup.